Bonjour Jean-Louis Boucher. Bonjour. Nous sommes 543 jours après les élections à Bruxelles, record sans gouvernement battu donc. Est-ce que vous avez encore des partenaires, vous le MR, pour négocier une majorité à Bruxelles ? Je pense que la question, elle est passée là. La question, c'est de savoir comment on arrive à mettre en place un gouvernement. Bruxelles, aujourd'hui, a 3 problèmes. 1, pas de gouvernement stable et actif. 2, pas de budget. Et 3, pas d'accord politique, donc pas de ligne politique pour les prochaines années. Moi, je propose désormais que, vu ce record mondial, on puisse au moins régler un des 3 problèmes, c'est-à-dire qu'on mette en place un gouvernement dès maintenant et que ce gouvernement, de manière resserrée, soit chargé de mettre en place un budget à proposer au Parlement. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il n'y avait pas de confiance, il n'y avait pas un enthousiasme fou à travailler ensemble. Le fait d'être tous dans le même gouvernement, ça va créer un lien de confiance et une solidarité obligatoire pour pouvoir trouver une solution. Je vais être tout D'abord à fait comprendre complet. votre piste, Jean-Louis Boucher. Vous aviez toujours refusé jusqu'à ce stade cette option, parce qu'on le rappelle, vous ne faites pas partie, le MR, de ce gouvernement. Ça veut dire que vous rentrez dans ce gouvernement, ça veut dire qu'Écolo et Défi sortiraient de ce gouvernement. Pourquoi refuser maintenant ce que vous avez accepté maintenant ce que vous avez toujours refusé ? Je ne me suis pas déjà engagé sur des partis. Il faudra voir quel parti démocratique a envie de soutenir cette solution. Je vais être très clair, vous avez raison, j'ai toujours refusé cette solution parce que ce n'est pas une bonne manière, normalement, de former un gouvernement. Mais quand vous avez battu le record mondial d'absence de gouvernement, que vous vous retrouvez face à des marchés financiers qui, les uns après les autres, commencent à refuser de vous prêter de l'argent, eh bien, nécessité fait loi. Et donc, ce n'est certainement pas le meilleur chemin, ce n'est pas avec un enthousiasme débordant, mais encore une fois, c'est un principe de responsabilité. Où vous avez également raison, c'est que le mouvement réformateur pourrait très bien rester au balcon. Il serait beaucoup plus confortable pour ma formation politique de lancer les autres en se disant « allez-y », parce que je ne crois pas qu'il y a une solution et un chemin en se passant du premier parti qui est présent aux autres niveaux de pouvoir, mais je ne le souhaite pas, parce que quand on est premier parti, on a une responsabilité particulière à l'égard de la capitale. Vous avez parlé de... Et donc, d'une certaine manière, je vais partager le problème avec eux, alors que je pourrais très bien m'en défaire. Vous avez parlé de solidarité, là, à l'instant. Les autres partenaires disent qu'il n'y a plus de confiance, que ce soit les engagés et le Parti socialiste. Oui, écoutez, vous savez, il n'y a jamais de confiance. Donc moi, c'est un truc qui m'a toujours fait rigoler. Il n'y a jamais de confiance. Mais il n'y a jamais une confiance à 100% dans les autres. Les autres sont vos concurrents électoraux. Donc tout ça, c'est du récit qui est fait pour la presse. Mais quand vous allez à une table des négociations, bien évidemment que vous vous méfiez toujours de l'autre. Et au sein même d'un gouvernement, il faut arrêter de se raconter une histoire de bisounours. Nous sommes des concurrents électoraux. En plus de ça, il y a des sondages à intervalles réguliers. Ils sont tous très stressés à regarder cela. Donc la réalité, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de trouver un chemin pour l'intérêt commun. Et à ce moment-là, on peut plus facilement le trouver, à mes yeux, si on est dans ce gouvernement, plutôt qu'à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, je réalise qu'effectivement, il n'y a pas le sens de la solidarité minimale pour pouvoir atteindre cet objectif. Le président des engagés avait fixé 10 jours, ça veut dire jeudi prochain, il reste une semaine. Si vous êtes exclu, vous envisagez des représailles ? En tous les cas, aujourd'hui, je viens avec une proposition. Donc vous voyez que la volonté n'est pas d'être exclu, mais au contraire de prendre ses responsabilités comme première formation politique. Deuxième élément, je trouverais quand même très particulier qu'on exclue le premier parti qui a fait plus de 100 000 voix lors des dernières élections. Quelle sera votre réaction ? Quelle sera votre réaction ? En fait, la réaction, elle est très simple. Je crois que même pour les engagés, je ne vois pas comment vous pouvez d'un côté être le partenaire du MR et de l'autre côté être le partenaire du principal opposant aux lignes politiques que nous mettons en place. Donc ça veut dire qu'il y aura des conséquences et dans au les fédéral. Autres gouvernements ? Je dis juste qu'à un moment donné, vous savez, la chose la plus importante en politique, c'est la cohérence. Parce que les gens peuvent ne pas être d'accord avec vous, mais si au moins vous êtes cohérent, ils vous reconnaîtront une certaine forme de sincérité politique et auront un certain respect. Mais si pour que la cohérence dure, il faut de la côtés, confiance aussi. Et là, on sent quand même que rien qu'avec votre partenaire, les engagés, ça s'effrite. Vous reconnaissez. Mais la question, c'est pas une question de confiance. La question, c'est qu'on a fixé un objectif de diminution du déficit d'1 milliard. Et donc, ce n'est pas un problème de qui aime qui. C'est comment fait-on pour atteindre ce milliard. Et c'est vrai que certains partenaires autour de la table ont plus de mal que d'autres. Après, on va être clair aussi. La dernière rupture, elle vient de quoi ? Elle vient d'une déclaration dans les médias de l'Open VLD à l'égard du PS. Et à la fin de l'histoire, on nous dit c'est de la faute de Boucher et du MR.
l'EMR, franchement, cette rengaine commence un peu à être usée. Fondamentalement, depuis 543 jours, un problème de fond entre vous, l'EMR, et le Parti Socialiste, justement sur les grands arbitrages budgétaires à faire. Je vais être encore plus clair que cela. Je crois qu'il n'y a pas de culture politique au sein de la classe politique bruxelloise pour faire des exercices d'assainissement budgétaire, parce que ces dernières années, ça n'a jamais été fait. Mais en quoi avoir un gouvernement, ça facilitera après un budget? Alors si c'est pas possible de le faire. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans le gouvernement, il y a une solidarité qui est naturelle, parce que vous devez vous présenter ensemble au Parlement. C'est forcer l'histoire. Chacun, vous forcez, exactement, vous forcez les gens à faire des efforts, parce que quand vous êtes dans un gouvernement, eh bien, vous n'avez plus le choix que d'avancer ensemble, plutôt que de compter sur la bonne volonté qui manifestement a été absente. Moi, je ne suis pas ici pour distribuer les bons et les mauvais points. Je pense que globalement, quand ça dure depuis autant de temps, essayer de dire c'est l'EMR qui n'a pas réussi à obtenir la confiance des autres, c'est un peu facile et un peu court. Ici, au moins, on répondrait aussi à une exigence immédiate, c'est que le simple fait d'avoir un gouvernement nous permet d'aller devant les agences de notation et les marchés financiers, de dire on a stabilisé la situation politique. Sauf que ces agences, elles veulent un budget, elles veulent des réformes. Elles veulent un budget, mais on a déjà passé la première étape, parce que pour le moment, il n'y a même plus de pilote dans l'avion. Ma proposition, c'est de remettre un pilote. Alors vous allez me dire, c'est mieux que le pilote, il ait le cap qu'il doit suivre. C'est vous le pilote, hein, mais si déjà... Oui, mais je ne suis pas le pilote, parce qu'on essaye de former un gouvernement, mais ce n'est pas moi qui suis légitime à parler au nom du gouvernement de la région bruxelloise. Ici, on retrouverait au moins une personnalité qui peut parler au nom de la région bruxelloise. Eh bien, on verra si cette proposition, peut-être la dernière chance, fait réagir les différents partenaires. Parlons de l'Ukraine. L'Europe veut donc soutenir financièrement l'Ukraine. On rappelle que pour ça, la Commission européenne plaide, elle l'a annoncé hier, pour utiliser les avoirs de la Banque centrale russe, immobilisés en Europe, principalement en Belgique, dans une banque qui s'appelle Euroclear, pour financer ce qu'on appelle un prêt de réparation. Une décision qui doit être prise par une majorité des États, mais pas par une unanimité des États. Ça voudrait dire que la Belgique pourrait être contournée. Pourquoi doit-on s'inquiéter en Belgique? Pour une raison qui est très simple, c'est que la plupart de ces actifs financiers russes se situent en Belgique. On parle de plus de 140 milliards d'euros, donc on parle presque d'une année complète du budget du gouvernement fédéral, qui est aujourd'hui d'un peu plus de 170 milliards. Et donc, aujourd'hui, si on laisse faire ce genre de choses, eh bien, il y a un risque à un moment donné. On est la Russie, c'est particulier, parce qu'on parle ici d'actifs de privés, pas d'actifs étatiques, qui se retournent contre la Belgique, parce qu'en fait, on fait un usage de biens qui ne sont pas notre propriété privée. Et dans l'histoire, quels qu'aient été les conflits, le principe de la propriété privée a toujours été respecté. On n'a jamais saisi des actifs de cette façon-là. Il y avait des procédures en justice, il y avait des actes qui étaient reconnus, mais on ne peut pas saisir de manière étatique et de façon unilatérale des biens à l'égard de personnes qui n'ont pas un rôle direct dans le cadre d'un conflit pour lequel, je le rappelle, nous ne sommes pas officiellement partis, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Ça veut dire que c'est un risque financier, un risque juridique ou un risque sécuritaire? Est-ce qu'on craint des représailles de la Russie? C'est trois risques. C'est un risque juridique majeur, c'est un précédent politique et diplomatique qui va certainement avoir des conséquences très importantes, parce qu'il y a beaucoup de pays qui pourront commencer à se dire « mais moi je ne vais plus loger mes actifs à Bruxelles, parce que si jamais ça se produit encore à mon égard, je ne veux pas que ça se produise ». Donc vous risquez d'avoir peut-être des pays même comme l'Arabie Saoudite, peut-être la Chine, peut-être même les Américains qui parfois peuvent s'inquiéter. Donc il y a un risque systémique. Et le troisième risque qui n'est pas à négliger, c'est bien évidemment un risque sécuritaire. Vous savez, quand les drones ont survolé la Belgique, c'est pas par distraction, c'est une manière de mettre la pression sur la Belgique. Et je vais être très clair avec vous, si la Commission européenne doit avancer dans ce sens, c'est une rupture de confiance inédite et historique que la Commission européenne poserait à l'égard de la Belgique, qui est un pays fondateur, qui a toujours été un pays volontaire dans le projet européen. Mais ce qui est fait aujourd'hui, c'est de la folie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut faire le gouvernement et que peut faire le Premier ministre Bardowski? Alors, moi, je vais déjà vous dire, ça serait déjà bien qu'on nous dise quel est l'objectif de la guerre. Parce que moi, je veux bien qu'on continue à se battre à l'infini. Mais est-ce que l'objectif, c'est de renvoyer les Russes derrière la frontière ? Est-ce que l'objectif, c'est de faire tomber Poutine à Moscou ? Est-ce que l'objectif, c'est de négocier une partition du territoire ? Parce qu'on continue à vous ne un négociez conflit pas cet accord de paix. Là, on parle d'actifs belges, d'actifs russes en Belgique. Je reviens sur ma question. Mais Monsieur Gadissou, ma question, elle est fondamentale, parce que si vous voulez que notre pays prenne des risques, il faut peut-être nous expliquer la finalité de ces risques. Deuxième élément, que peut-on faire ? Ce qu'on peut faire, c'est continuer à plaider au sein du Conseil européen, de demander des garanties et de rappeler peut-être nos partenaires
partenaire a la raison. Troisième élément, quand on voit également la corruption qui est présente aujourd'hui en Ukraine, parce qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, j'aimerais quand même aussi avoir des garanties sur le suivi de cet argent et des armes. Ça veut dire que c'est un coup de canif dans notre contrat de solidarité avec les Ukrainiens ? Parce qu'il faut que tout le monde... Ce n'est pas un coup de canif. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi au nom de bons sentiments. Vous savez, on a un autre risque sécuritaire qui est en train de se profiler, c'est qu'on envoie énormément d'armes en Ukraine dont on ne sait pas du tout tracer la finalité. Ces armes vont revenir dans des bandes criminelles, dans nos pays, à un moment ou à un autre. Et dans le plan de la Commission européenne, il y a des critères, notamment de traçabilité des actifs financiers aussi, et de réinvestissement militaire en Europe. Mais de notre côté, nous aimerions que ces critères soient raffermis, qu'il y ait une certitude en la matière, et qu'on puisse aussi travailler avec les États-Unis sur la question du plan paix. Parce que continuer à financer une guerre sans savoir jusqu'où on va, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais juste par rapport à ce que vous disiez sur le coup de canif, il n'y a pas un coup de canif. La solidarité avec l'Ukraine est complète. Si la Belgique bloque on ne peut pas. Au niveau européen, elle sera pointée comme un traître de l'aide à l'Ukraine. Non, je pense que les États n'ont qu'à chacun prendre leurs responsabilités. Et donc que l'Union européenne finance un prêt collectif des 27 à l'égard de l'Ukraine sans prendre en garantie ni saisir ses actifs, je pense que c'est tout à fait possible compte tenu des États dont on est en train de parler. C'est la deuxième option que met sur la table la Commission, une option que bloque justement la Slovaquie, la Hongrie. Or, il faut l'unanimité. C'est pour ça que ce plan-là est pour l'instant écarté. Venons-en au budget fédéral. Un comité restreint du gouvernement s'est réuni cette semaine. Il doit encore se réunir demain pour revoir certains points de l'accord du budget, notamment la question de la hausse de la TVA sur les plats à emporter. Donc, la TVA, elle va augmenter sur le paquet de frites, mais est-ce qu'elle va augmenter sur le plat traiteur qu'on achète dans un grand magasin ? On ne comprend plus rien. On l'a souvent dit, écoutez, c'est normal, il y a un élément assez technique. On l'a dit, le but de la décision, c'est de faire en sorte de pouvoir avoir une autre TVA, c'est-à-dire la même TVA que si vous mangez sur place, par rapport à la restauration takeaway. Ça, c'est le principe. Et donc, à partir de là, des plats froids que vous emmenez chez vous pour les réchauffer n'est pas dans cette catégorie. On oublie les supermarchés. Vous oubliez les supermarchés, les traiteurs. La logique, c'est de dire le takeaway, c'est le drive-in de certains fabricants d'hamburgers. Je ne citerai pas la marque pour pas vous mettre en difficulté. C'est le paquet de frites que vous allez chercher chez votre frituriste. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, quand vous mangiez sur place, vous payez déjà 12% de TVA. Or, le prix était le même quand vous emportiez que lorsque vous mangiez sur place. Donc, on égalise les taux de TVA, tout simplement. Georges Boucher, pourquoi ne pas avoir été présent lors du vote de confiance, justement, de ce budget, alors que vous avez ferraillé pour l'obtenir ? Exactement, et on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas défendu ardemment. La priorité, c'était le Qatar. Mais oui, parce que je suis vice-président de Spa Grand Prix. Nous travaillons pour essayer d'obtenir le Grand Prix de Belgique lors des années pour lesquelles ça ne nous a pas été attribué. Et on discute également des années futures, puisque nous n'avons aucune garantie au-delà de 2031. Et je peux vous dire que ce voyage a été indispensable parce que la Formule 1 aujourd'hui est devenue extrêmement prisée. Il y a beaucoup de pays candidats et c'est un choix politique. Nous considérons que la Formule 1 Spa-Francorchamps, c'est une superbe vitrine pour la Belgique. Dernière question, Georges Boucher, sur les salaires, la question de l'indexation. Il se peut que l'indice pivot ait lieu en décembre. Ça voudrait dire que les salaires seraient indexés avant 2026. C'est toute la réforme que vous avez mis en place qui s'effondre, en fait. Non, certainement pas, parce que d'ici les 4 prochaines années, nous pouvons indiquer qu'il y aura certainement plus de 2 indices pivots qui seront dépassés, qui engendrent l'index, et donc ce sera juste un décalage. Ça n'a pas lieu. Le plafond de 4 000 € en 26, ça aura lieu une autre année. Ça aura lieu une autre année. Et donc, ce qui est prévu dans l'accord du gouvernement, c'est qu'à 2 reprises, il y a donc un index socialement corrigé, c'est-à-dire qu'on va indexer 100% des travailleurs jusqu'à 4 000 € bruts. Et donc, si ce n'est pas 26, ça sera peut-être décalé en 27, puis en 29. Mais globalement, on peut quand même espérer qu'il y ait 2 indexations dans les 4 prochaines années. Si pas, ça voudrait vraiment dire que si on a une inflation si basse, c'est qu'on n'a pas du tout de croissance. Or, le vrai enjeu, c'est d'augmenter la croissance.